Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau Why Not Talk sur le droit du travail Focus Startup qui est animé ce soir par Dimitri Collin et Bérénice Aufray du cabinet Bon Sens. Merci beaucoup à tous les deux d'être présents avec nous. Comme je le disais à l'instant, vous avez la chance d'être en petit comité, donc n'hésitez pas aussi à ce que ce soit à rendre le talk interactif et pour les entrepreneurs présents à poser vos questions au fur et à mesure. Et Dimitri et Bérénice, je vous laisse gérer le talk un peu comme vous souhaitez. Si vous préférez qu'il y ait un temps de questions-réponses plutôt à la fin de la présentation, c'est possible. Si vous préférez l'intégrer au fur et à mesure, tout est envisageable. Et de mon côté, je resterai présente, mais en mode fantôme. En tout cas, s'il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interpeller. Je suis pas loin. Et je vous laisse la main. Super. Merci Camille. Merci beaucoup Camille. Bonsoir à tous. Merci Camille pour l'invitation. On est très content d'être là. Donc on a 1 heure pour parler ensemble. Alors on a intitulé la formation, enfin l'intervention, le droit du travail Focus Startup. Mais en réalité, quand on l'a faite, quand on l'a conçue avec Bérénice, on avait 2 objectifs en tête. Le premier, c'est de se présenter à vous, de vous présenter ce qu'on fait et de vous présenter surtout comment on peut vous aider. L'accès à l'avocat n'est pas toujours simple et vous allez voir juste après, on a prévu des petits quiz pour apprendre également à vous connaître via un site internet qui s'appelle Menti, peut-être que certains connaissent. Et l'idée, c'est que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des avocats ou pour ceux qui ont déjà travaillé avec des avocats peut-être un peu plus classiques que nous, on vous présente notre façon de travailler et que vous puissiez savoir, comprendre à quel moment on peut vous être utile, sur quel type de questions on peut vous être utile, à quel moment ça va être intéressant de pouvoir nous interroger, nous consulter, pour qu'on puisse vous aider à développer votre entreprise. Avec cette petite particularité, c'est que nous, on intervient en droit du travail, et on va vous le présenter juste ensuite, juste après, et pas en droit des sociétés, pas en droit commercial. Et le droit du travail a cette particularité qu'on intervient, on n'est pas les premiers intervenants au moment de la création d'une entreprise ou d'une start-up. Quand on lance sa boîte, on va avoir besoin de rédiger des statuts, on va avoir besoin de choisir une forme de société, on va potentiellement devoir rédiger un pacte d'associés, et nous, c'est vrai qu'on n'intervient pas forcément à ce stade-là, mais on intervient un peu après, au moment de lancement de l'activité, quand on va vouloir recruter un stagiaire, conclure un contrat de prestation de service, recruter son premier salarié, évidemment, et sur tout un tas de questions. On intervient un petit peu après. Et donc, nous, on a envie de vous présenter ça. Donc, ça, c'est le premier point, c'est le premier objectif qu'on s'est fixé. Et très honnêtement, si on remplit cet objectif avec Bérénice, déjà, on sera très content, on sera très satisfait. Et le deuxième point, c'est de voir avec vous 4 sujets. Et qui sont en fait, alors, on aurait pu en choisir d'autres, mais qui font partie des 4 premiers sujets que vous allez rencontrer dans votre vie d'entrepreneur, vos 4 premiers sujets de droit du travail, de droit social auxquels vous allez être confrontés. Et à nouveau, ce n'est pas du tout dans notre intention de vous faire un cours de droit, un cours juridique. D'ailleurs, la présentation, on pourra la transmettre si nécessaire avec les rappels juridiques, mais c'est surtout que vous ayez en tête pour chacun de ces sujets les réflexes, les bons réflexes à avoir, comment réagir, à quoi il faut penser en priorité quand on recrute son stagiaire, quand on conclut un contrat avec un prestataire de service, quand on s'interroge sur la casquette à choisir en qualité de fondateur de la boîte, et surtout les pièges à éviter. Quels sont les principaux éléments à avoir en tête et quelles situations il faut éviter. Et si on arrive, pareil, à vous informer là-dessus, est-ce que si vous pouvez avoir un peu plus de connaissances sans rentrer dans des considérations très juridiques, nous, pareil, on sera extrêmement satisfait, sachant qu'en fin de présentation, là, on ne l'avait pas complètement finalisé, enfin, il faut qu'on termine des petits détails, on vous adressera une checklist. Avec Bérénice, on a préparé une checklist des principaux éléments à avoir en tête pour chacun des sujets que vous pourrez, alors via Notion, je pense que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, on vous expliquera comment ça fonctionne, que vous puissiez, dans votre exercice, en toute autonomie, avoir toujours en tête ces fameux points assez importants et ces fameux pièges à éviter lorsque vous êtes confronté aux situations qu'on va vous présenter. Ça, ce sont les 2 objectifs. Mais avant tout ça, il faut qu'on se présente à vous. Euh, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et d'ailleurs j'aurais dû passer sur la slide. Nous, on va vous présenter en premier lieu et après on vous laissera la parole ou on vous invitera à répondre à un petit questionnaire en ligne juste après sur qui sommes-nous, que faisons-nous et surtout comment on peut vous aider.
Euh, alors, Bérénice, peut-être que je peux commencer, j'ai pris longuement la parole, peut-être que tu veux commencer par te présenter. Avec plaisir. Peut-être ouais, on pensait d'abord présenter notre parcours rapidement pour que vous appreniez à nous connaître. Merci Dimitri. Donc, enchantée à tous et merci d'avoir pris le temps de participer à cette petite formation où, voilà, pour vous aider, on va chercher à vous aider, comme disait Dimitri, autant que possible, à vous donner des clés, des réflexes, des, des, des bons, voilà, des petits tips à avoir pour pouvoir lancer votre activité. Et en effet, le droit social, on arrive en second temps, mais finalement, on arrive pas si tard que ça, et surtout, on arrive de manière assez pérenne après, une fois que votre entreprise est lancée. Donc, le but, voilà, c'est de vous donner les petits warnings pour vous dire, tiens, attends, j'ai déjà eu cette formation et on m'avait dit de pas oublier ça, donc je vais regarder la checklist et je vais pouvoir anticiper et me faire beaucoup moins de frayeur et pouvoir, voilà, être paisible dans mon business. Donc, pour me présenter, moi, je suis donc Bérénice Auffray, je suis avocate depuis à peu près 8 ans maintenant. Et j'ai commencé dans des gros cabinets de type Deloitte, je ne sais pas si vous voyez, Big Four, Paris La Défense, avant de considérer que c'était pas du tout des cabinets, des structures faites pour moi et que j'étais plutôt faite pour l'humain et pour les cabinets de plus petite taille où j'avais plus d'interaction avec mes clients et où je sentais que j'avais un vrai impact sur le quotidien de mes clients, que je pouvais vraiment les accompagner et sentir que j'avais une vraie plus-value pour eux au quotidien. Donc, je suis partie dans des cabinets de plus petites structures et de fil en aiguille, je me suis orientée vers des cabinets de plus en plus dédiés à l'impact. Donc, notamment, j'ai été collaboratrice au sein d'un cabinet qui était dédié à l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, notamment des associations à but non lucratif pendant 3 ans. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Dimitri. Et ensuite, je suis partie dans un autre cabinet qui est un cabinet société à mission. Donc, il y avait aussi cette vertu à impact. euh, et où Dimitri m'a également rejointe. Et aujourd'hui, avec Dimitri, on avait envie d'aller encore plus loin et donc de monter notre propre cabinet, donc Bon Sens Avocat, qui avait vocation à se dédier exclusivement aux entreprises responsables et aux startups à impact pour pouvoir les accompagner au mieux, parce que moi, c'est à titre personnel des entreprises et des startups avec lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à travailler. On se parle le même langage, on a à peu près le même âge et on a la même vision de l'avenir. Et en termes d'impact, ça se ressent encore plus parce qu'on a tous envie de faire avancer les choses dans le bon sens, d'où d'où le nom du cabinet d'ailleurs. Et voilà, et ça, ce sont des relations, on tisse des relations vraiment de confiance qui sont hyper agréables au quotidien. Et c'est ce qu'on a envie de, moi en tout cas, et je pense que Dimitri partagera, mais enfin, dis-moi si je me trompe, mais de construire vraiment voilà, des relations humaines de proximité, simple, où il n'y a pas de chichi, où on se dit les choses. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir le moins possible de jargon juridique, mais le plus possible de solutions concrètes pour vous. Voilà. Complètement. Moi, je vais passer très rapidement sur ma présentation parce qu'en fait, j'ai un profil quasiment identique au tien, Bérénice. Oui, c'est vrai. Gros cabinet pendant quelques années et ensuite spécialisation dans l'ESS où j'ai rencontré Bérénice et en fait, on a bossé pendant 5 ans ensemble dans différents cabinets et aujourd'hui, on a lancé le cabinet Bon Sens. Cabinet Bon Sens avec une vision assez particulière, à la fois sur, c'est ce que vous disiez, Bérénice, hein, sur la cible, et qui est d'ailleurs start-up, alors qui n'est pas start-up par proprement parler, mais en fait le secteur de l'impact. Et j'en profite pour dire, n'hésitez pas à nous interrompre et à poser vos questions. On n'est pas du tout, moi je pense qu'on est, c'est mieux si les questions sont posées au fur et à mesure, plutôt qu'on réserve du temps à la fin. Même si c'est pas toujours simple d'interrompre quelqu'un qui parle, on a des débits de parole en plus un peu rapides, mais notamment, je ne sais pas si l'impact pour vous c'est très clair. Est-ce que vous voyez de quoi on parle quand on vous dit qu'on on s'est orienté vers l'impact comme cible de clientèle? Oui, ça me parle. Ouais, c'est Ouais. un nom. Pardon, Valentin, allez-y, je vous ai coupé la parole. Non, non, c'est ça, c'est enfin, c'est des entreprises qui peuvent avoir
Du coup, avec votre domaine d'expertise, un impact concret sur l'environnement ou d'autres éléments. Quand je dis environnement, c'est pas uniquement la partie RSE, hein, c'est d'autres éléments également. Et c'est là où vous allez intervenir pour les accompagner parce que forcément, en plus, je pense que c'est intéressant pour vous pour travailler dans ce secteur-là parce que c'est des éléments qui évoluent constamment. Donc voilà, permettre d'accompagner vos Complètement. clients dans cette approche-là, quoi. Complètement. Est-ce que vous voyez toujours le PowerPoint? J'ai juste un petit doute. Oui. Oui, on Ouais, le vous le voit voyez toujours. toujours. On le voit, mais plus en Euh, mode diapo. ok. Et quand je change juste, et quand je fais ça, vous voyez, parce que moi, mon ordinateur, il est un peu lent. Là, vous voyez toutes les fenêtres de dialogue, vous voyez toujours Oui. le PowerPoint? Ouais, ok. Je le remets en diapo. Tac. Nous, alors effectivement, l'impact, on le voyait à deux égards. Hop, j'ai un peu avancé. C'est exactement ça, hein, et Bérénice, tu pourras peut-être en parler encore mieux que moi. Mais il y a cette clientèle et nous, il y a aussi la façon dont on veut travailler. En fait, on est passé dans des grands cabinets et en réalité, en fait, le rapport du client et de l'avocat dans ces gros cabinets est un rapport qui est assez malsain, avec un avocat qui est très inaccessible par son temps, parce que l'avocat, il n'est jamais dispo. Il n'est pas forcément joignable par téléphone, c'est uniquement par mail. Il a des délais de réponse qui sont lents. Il a un jargon, c'est-à-dire que quand l'avocat envoie une consultation, il faut être réveillé pour la comprendre. Et très honnêtement, une fois sur deux, on ne la comprend pas et on n'ose pas lui dire. D'un point de vue tarifaire, c'est hyper opaque. L'avocat est autant passé. Et donc, nous, on ne s'est pas du tout retrouvé dans cette façon de faire. Et l'objectif aujourd'hui, c'est à la fois de se dédier aux entreprises engagées parce que c'est vraiment notre conviction et c'est des boîtes qui sont formidables et en plus en termes de taille, ça nous parle. En termes de tranche d'âge, c'est des fondateurs qui ont à peu près notre âge. C'est des fondateurs qui ont des problématiques qu'on partage. Nous, évidemment, on s'applique à nous-mêmes, hein, tout ce qui est l'impact. Donc aujourd'hui, on lance un site, par exemple, avec Bérénice, et c'est un site éco-conçu pour limiter l'impact environnemental en étant en faisant attention au contenu qu'on publie, en étant le plus raisonnable possible et en pensant toujours à l'empreinte qu'on laisse et en essayant de la diminuer au plus dans notre exercice. Et l'impact, donc c'est celui-là, et c'est aussi l'impact dans nos décisions. C'est-à-dire que nous, on est des avocats, on pense qu'il faut être simple d'accès. Nos clients, on se tutoie. Alors, s'ils ne sont pas à l'aise avec ça, évidemment, on ne le fait pas, hein, mais on est joignable par WhatsApp. On donne des conseils pratico-pratiques, c'est-à-dire que nous, on aide à la décision. On n'est pas là pour rendre un avis juridique, hein, on est là pour aider quelqu'un à prendre une décision concrète, à aider les entrepreneurs, les employeurs, les sociétés à prendre des décisions concrètes, à appuyer sur le bouton rouge, le bouton noir, et c'est vraiment notre façon de faire. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est appelé Bon Sens, et c'est en ce sens qu'on met de l'impact aussi dans notre pratique juridique. Bérénice, je ne sais pas si tu veux compléter un peu avant qu'on passe au Menti, Non, pour ouais, apprendre à vous connaître un peu plus. c'est ça. Et après, juste pour préciser, donc nous, je ne sais pas si c'est clair pour vous, le droit social, on intervient sur tout ce qui est relation de travail entre les salariés et l'employeur. Ou alors, ça va être plus large, et c'est d'ailleurs ce qu'on va vous expliquer tout à l'heure, mais ça peut aussi être dans toutes les relations que vous croyez ne pas être des relations de travail, et qui en fait vont, dans la façon dont vous allez collaborer avec les personnes extérieures, pouvoir s'apparenter à du travail. Et donc, il y a des bornes aussi à avoir en tête avant même de penser à son premier salarié. Parce que souvent, quand on lance sa startup, on se dit, bah, on va d'abord prendre un stagiaire, on va d'abord prendre un freelance, on va d'abord voilà, faire appel à un écosystème plus souple peut-être qu'une charge d'un salarié en CDI. Mais il y a déjà, en matière de droit du travail, des choses à avoir en tête et à prendre en compte pour nouer des relations qui soient sécurisées, même avec ses prestataires, que ce soit freelance ou des stagiaires. Donc ça, c'était pour le petit côté précision sur nous, notre champ d'intervention en droit social, droit du travail. Et ensuite, pour la question de l'impact, oui, je pense Dimitri, t'as été très clair. Et c'est vraiment la vision au bon sens. Aujourd'hui, on se présente à vous assez simplement pour vous présenter notre façon de travailler. Et aussi, pour moi, le contrat est rempli si à l'issue de ce temps qu'on partage ensemble, vous vous dites, si j'ai une question, je peux aller les voir. Enfin, ça va être simple et efficace.
Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est d'être proche et accessible, quoi. Vraiment qu'on se dise pas que ça va être la tannée d'aller voir un avocat et que vraiment ça peut être très simple et que vous pouvez avoir des réponses rapides et avancées. Et parce que nous, on sait que monter un business, parce que nous-mêmes, on monte notre business, ça nécessite de la réactivité et ça nécessite beaucoup de bon sens. Et la boucle est bouclée, vous avez compris pourquoi on avait choisi bon sens comme nom de cabinet. Hmm. Si vous voulez, est-ce que vous voyez le QR code qui s'affiche Non, pas du tout, t'es sur en l'écran que je vous partage? Vous voyez quoi? la diapo. Ouais, tu vois, Ok, ok. C'est là où il faut que j'ai pas l'air d'être complètement dépassé par ce que je fais. Donc, arrêtez le partage. Je vais vous partager un QR code. Je vais essayer de vous partager un QR code. Partager. Tac. Voilà. Est-ce que vous voyez le QR code? Yes. Oui. Est-ce qu'il faut déjà être sur Menti? Non, il suffit de flasher le QR Non, code, non, Bérénice, c'est bien ça? ouais, complètement. Ouais. Donc, on vous invite à flasher le QR code. Pour que maintenant on en apprenne un peu plus sur vous. Et plutôt que faire un tour de table, alors là, on n'était pas très nombreux, donc en réalité, on aurait pu le faire, mais c'est pas toujours simple quand on est à distance. Et en fait, nous, on a déjà, on a participé à quelques formations et qui utilisait ce système-là, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un peu sympa, ça permet de faire des interactions. En fait, vous pourrez aussi l'utiliser vous, hein. Vous allez voir, ça marche bien. C'est bien fait et ça permet d'interagir avec un public sans avoir à faire un tour de table oral, ce qui n'est pas toujours le plus simple ou le plus dynamique à mettre en œuvre. Hop, du coup, je vous partage les résultats. Et donc, est-ce que vous êtes, donc là, je lance normalement, Present Anyway. Hop. Et donc, il y a la première question qui apparaît. Donc, on souhaite apprendre à vous connaître parce que, pourquoi je précise comment on a fait le QR code, enfin, comme on a choisi les questions, Camille, quand on est intervenu, nous a dit qu'en fait, au sein de la Why Not Factory, c'était un incubateur, donc ça a aidé des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs à se lancer, et que c'était à destination des étudiants, des écoles, des anciens étudiants, les alumni, et même des salariés, en fait, du groupe qui pouvaient bénéficier. Je vois qu'il y a un autre. Peut-être que l'autre, je ne sais pas qui a voté autre. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur ta situation. Pour le coup, c'est moi, mais je ne savais pas que c'était lié à la Why Not. C'est juste que Ok. moi, je suis plus étudiante. Je suis ancienne étudiante, effectivement. Je ne suis pas salariée, mais freelance. D'accord. Et Ok. dans quoi? De la chefferie de projet digital. D'accord. Ok. Et donc, tu as accès. Et donc, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas posé la question au début, mais vous avez été informé via la newsletter de la petite formation du jour, du petit talk. moi, je suis en Comment Instagram. vous êtes? Sur Instagram? Ok, Pareil. Pareil. d'accord. Et pour les anciens Vas-y. étudiants, vous faites quoi maintenant? Moi, je suis comme Leïla. En fait, on était toutes les deux dans le même master. Et ensuite, on a été recrutés à Igencia pour être chargé de placement. On a fait ça en CDD, donc à côté, on travaillait sur nos boîtes. Et là, cette année, on a été freelance toutes les deux pour Igencia, encore une fois. Mais du coup, moi, D'accord. perso, enfin là, demain et après-demain, c'est mes derniers jours. Et après, je suis à temps plein sur la boîte. D'accord. Ah, Voilà. génial. Mais du coup, ancienne Trop étudiante, cool. ancienne collaboratrice et freelance pour Igencia. Enfin, on a tout fait, quoi. Et donc là, après-demain, tu es en freelance, t'es en freelance 100%? Non, demain Ok, et dans ta après-demain, boîte. je suis freelance pour Igencia. Mon contrat, il se termine jeudi et après, je suis à 100% sur ma boîte. Donc au chômage, en gros, Ah, oui, concrètement. voilà. Et ta boîte, c'est quoi? Ça s'appelle À Moitié Plein. C'est une application mobile qui permet de quantifier les économies d'énergie suite aux gestes éco-responsables et qui permet aussi de donner accès à des codes promo chez des commerces éthiques. Trop bien. Ah, génial. Voilà. Trop bien. Mais je pense qu'on est tous incubés là dans la session Manon est incubée. Valentin, je ne sais pas si toi tu es incubé aussi, non? Hop, je D'accord, mets la ok. question suivante. Non. Ça porte là-dessus et comme ça, on pourra en parler ensemble. On est pour savoir si vous êtes ou pas. Hop. Alors là, il y a un timer. Je suis désolé, j'ai pas réussi à ne pas le mettre. Ça fait hyper stressant, mais je ne sais pas pourquoi il y en a un. J'apprends encore à maîtriser l'outil.
Et donc, tu nous disais que, enfin, c'est OK pour vous si on se tutoie? Ou vous préférez qu'on se vous voit? Non, c'est Non, OK. ça va. Ah non, on Ça peut va. se tutoyer. Tu nous disais que vous êtes, donc là, est-ce que vous avez reçu l'invite pour la question suivante ou pas? Où est-ce qu'il faut? Enfin, Ouais, super. Donc, il y en a deux qui sont en train de lancer leur boîte. Il y en a un qui a déjà lancé et il y a un autre. Donc, on a vraiment bien fait de mettre autre. Euh, L'autre, c'est qui? Cette fois-ci, c'est Leïla? C'est à nouveau toi? C'est Non, Valentin. Valentin. Tu peux nous Ouais, expliquer ce si que tu, tu fais? tu voulais nous toucher un petit mot sur ce que vous faites, nous, on est hyper preneurs pour adapter aussi notre discours et notre présentation à vos besoins. Bah, non, parce que bah, moi, du coup, c'était l'étape d'avant que j'aurais pu développer sur qu'est-ce que vous faites. Mais bon, voilà, je peux pas dire maintenant. Moi, je vais bientôt faire un travail en VE et pour l'instant, je me forme sur plein d'aspects de l'entrepreneuriat parce que je profite de ces entre-deux contrats de quand même 4 mois, ça commence à être long. Donc, je me forme j'ai fait beaucoup d'événements de la Why Not pour me former sur divers sujets. Donc, en plus, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure à Camille avant que vous arriviez, c'est qu'en plus, avec le challenge en ce moment de Monsieur Bourbon, Anthony, je trouvais que c'était bien, bien complémentaire de faire cette visio sur les startups de retravail aujourd'hui. Voilà, mais moi, personnellement, à chaque fois, je suis un peu le vilain petit canard, j'ai pas forcément un projet particulier, mais j'apporte ma Ok. pierre à l'édifice. Voilà. Ouais, tu t'intéresses, t'es curieux, complètement. Voilà. Euh, et ceux qui sont en train de lancer leur boîte, est-ce que vous voulez nous présenter rapidement ce que vous faites? Oui, moi, c'est Marion. Je suis fondatrice de Icy West Week. Donc, c'est une marketplace spécialisée dans la comparaison de perruques. Ok. Comment IC West Week, c'est ça? C'est... Oui, Icy West Week. Ok. Ok, pour aider au choix par les personnes qui sont intéressées, c'est ça? Oui, et aussi pour qu'on choisisse que des perruques de bonne qualité. Ah, trop bien. Ok. Ok, hyper intéressant. Et Voilà. c'est à Et destination de tout le monde ou c'est plutôt à destination curative, enfin des personnes. C'est à destination de tout le monde. Après, Ok. pour les personas, c'est sûr que c'est pas tellement les femmes qui ont des cancers, mais plus pour un aspect esthétique. Ok, d'accord. trop bien. Et quand tu dis que tu es en train de lancer, c'est-à-dire que tu en es à quel stade? Je suis que au stade de la préparation pour l'instant. Il n'y a pas encore de plateforme qui est créée. Et donc voilà. Ok. Ok, donc vous êtes tous, Euh, en tout cas, avec des projets entrepreneuriaux, quoi, Oui. C'est en ça. cours ou à venir. d'accord. Très bien. On a fini le petit tour. J'en profite juste parce qu'on est cinq. Du coup, c'est intéressant. On a la chance de pouvoir donner la parole. Leïla, Oui. Alors, du coup, moi, je suis cofondatrice de Caviar de Piment. J'ai ouvert l'entreprise avec ma mère. On est sur le projet, nous, on est incubés aussi. C'est ce que je pensais. Je pensais qu'on était tous incubés ou des ouais. ex-incubés, mais je suis incubée actuellement avec Manon. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est des condiments à base de piment. Ok. Voilà. Et donc, tu as déjà lancé. T'en es où? Toi, tu es en train de te lancer ou tu t'es déjà lancé? Bah, le produit existe déjà, il est déjà distribué, mais on a retravaillé là lors de notre incubation, on a fait un rebranding. Donc c'est pour ça que je parle plutôt de en train d'être lancé que déjà lancé. Ok. Donc Ok, c'est un peu la V2 qu'on est en train de lancer là, on va dire. Ok. Hyper intéressant. Faudra qu'on goûte et ça s'appelle caviar de Piémont si on veut goûter, c'est ça? Caviar de piment, oui, tout à fait. C'est fort fort ou ça C'est va? trop bon. Non, justement, ah merci. C'est la pub. Ah yes, on a la En pub, fait, trop bien. il y a plusieurs intensités. En fait, on veut vraiment être une marque inclusive. Donc, il y a plusieurs niveaux d'intensité et on vise à justement élargir la gamme. Par exemple, on a des oignons, on n'a pas que du piment. Mais en tout cas, toute notre Ok. ligne de produits, ça sera autour du piment, piquant et pas piquant. Ok, trop bien. Voilà, Bah écoute, on découvrira avec plaisir. s'il y a merci. Ouais, du j'ai une amie papiquant, qui a je suis lancé preneuse. sa harissa. C'est une concurrente, je sais pas. Tout à fait. Euh, Ok. L'orélé, on dit l'orélé ou l'orélé?
Non, dis le relay. Le relay. Ok. Oui. Troisième, ok, ça marche. Du coup, tu nous as déjà fait le petit pitch. Je sais pas si tu veux compléter ou si on Bah, passe alors, à la juste moi, suite. j'ai déjà créé une startup parce qu'en fait, les statuts, le 12 novembre, ça fera 1 an qu'ils sont créés. Trop Et on bien. génère déjà du chiffre d'affaires, mais pas par le biais de l'application parce que l'application, elle va sortir là d'ici la fin de l'année. Donc, je sais pas si je vais Ok. mettre dans je suis en train de me lancer ou j'ai déjà créé. Du coup, j'ai déjà créé. Je sais pas. Il n'y a pas de Bon, mauvaise réponse, hein, hein. c'est Ouais, il n'y a Ok, pas de mauvaise réponse, clairement, hein. voilà. Et de toute façon ton après. CA, tu le génères comment, du coup, si l'appli est pas lancée? Tu fais comment? Je fais avec mon associé Jimmy, on fait des prestations de services, notamment à Igencia. On fait vraiment tout à Igencia, Leïla aussi d'ailleurs. On est jury pour les épreuves certificatives. Moi, j'ai donné Ok. des cours de gestion de projet aussi. Et Jimmy, il fait du graphisme en parallèle. Et du coup, tout ça, on le facture à la boîte pour pouvoir générer du chiffre d'affaires et Ok. payer nos dépenses. Voilà. Ok, Ok. Trop bien. trop bien. Et l'application, elle va sortir Euh, quand? Si tout se passe bien, elle sera sur le marché, je pense, d'ici novembre ou décembre et au grand max janvier 2026. Ok, hyper intéressant. Pareil. On regardera, ça a l'air cool. Mm. Merci. Il est... on Et y- on peut enchaîner avec la dernière question. Enfin, non, Béré, pardon, tu voulais dire quelque chose? Ah non, non, bah, je sais, c'est juste que je vois qu'il est 18h30, il Bah ouais, faut... il faut qu'on avance un peu. Ouais. Et nous, on est quand même intéressés par la dernière. Alors, l'impact, peut-être que ça, on peut la passer. Mais sur le fait, est-ce que vous avez déjà... Alors, attendez, je vais passer un peu vite. Excusez-moi. Bon, sinon, je vous la pose comme ça, on fait plus simple. Est-ce que tous, vous avez déjà bossé avec des avocats? Est-ce que vous êtes un peu familier de... Parce que nous, ça nous intéresse aussi à quoi sert un avocat, comment ça marche de bosser avec un avocat, à quel moment on peut appeler un avocat, ou est-ce que c'est Moi, quelque oui, chose qui est un peu nouveau pour vous? j'ai déjà travaillé avec un avocat. Ok, C'est même avec deux avocats. On a un des avocats de la Why Not, je ne sais plus comment il s'appelle, qui nous a aidés pour le dépôt de marque sur l'URSSAF, sur ok, l'INPI. Et on a travaillé avec une avocate pour la création des statuts, mais c'était une erreur en vrai, parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Et puis Jimmy voulait absolument qu'on passe par elle, parce que c'était une amie d'un grand cabinet. Et au final, on a payé super cher, alors que je ok. pense qu'on aurait pu payer beaucoup moins cher en passant par un expert comptable ou un autre avocat. Vous avez Vous payé avez payé combien, combien? ou en gros, enfin, c'était ok pour le dire? Je sais plus, je crois qu'on a payé 1 800 €, un truc comme ça. Pour un statut de Ok. quoi? C'est l'ARL ou... pardon, ouais. SAS. SARL? SAS. SAS. Ok. Ouais. Mais on nous a dit qu'en passant par des experts comptables, on aurait pu payer genre 500 €. Donc voilà. Ouais, je me rends pas trop compte, moi, du prix des statuts. Nous, c'est vrai qu'on le fait pas. Je sais que les avocats adorent le faire. Mais c'est vrai peut-être que pour des... Nous, là, t'as fait comment? Bah là, après, ce que nous, c'est marrant, c'est qu'on crée notre boîte. Donc, en fait, on a aussi tous ces sujets d'entrepreneuriat. Donc, c'est bien, on se les applique à nous-mêmes, avec Ouais. toutes ces questions de rédaction de statut, de pacte d'associés. Alors que nous, comme je vous ai dit, on fait le droit du travail. Donc, droit du travail, on connaît très bien. Le reste, on connaît pas trop. Donc, c'est drôle d'être confronté au même sujet. Euh, On va reprendre la présentation parce qu'il nous reste une petite demi-heure. Comme ça, on pourra aller un peu plus vite sur celui qui nous intéresse moins, mais on rentre un peu dans le vif du sujet. Hop, je vous repartage juste le PowerPoint. Tac. Et pour justement cette question de des thématiques qu'on va aborder, est-ce que certains d'entre vous ont déjà travaillé avec des freelances ou avec des stagiaires ou alternants? Jamais. Moi, moi, avec une freelance c'était une graphiste qui nous a aidés. Et c'est tout pour l'instant. Ok. Moi, avec le Ok. développeur, du coup. Moi, je vous Pardon? présente les. Je fais le. Ah, Pardon. non, je disais avec le développeur, du coup, qui est en freelance aussi. Ok. Ok. Tout s'est bien passé. Ah oui, pour l'instant, on n'a pas fait de contrat, mais ça va, ça se passe. Classique. Ben voilà. Et ben voilà l'intérêt de cette formation. On n'en a pas fait non plus. Vous allez partir avec une checklist de ce qu'il va falloir faire demain avec vos devs et vos freelances. Trop hâte. Nous, du coup, on a prévu 4 sujets. Je présente le sommaire et ensuite Bérénice présentera le premier et on va le faire en alternance. Vous voyez le sommaire là, celui-là, je vous pose à chaque fois, mais j'ai pas de retour sur ce que je vous montre, donc je suis un petit doute.
Ouais, c'est bon. Nous, il y a 4 sujets qui nous semblent intéressants et ça va être vraiment les premiers. Le premier, c'est déjà quand on crée sa boîte, comment on choisit son statut, quelle est la casquette. Parce qu'en fait, ça a des incidences assez importantes. Et c'est toujours pareil en droit, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand tout va bien, on peut rien faire dans les règles et quand tout se passe bien, tout se passe bien. Mais alors, dès que ça se complique, dès qu'il y a un conflit qui naît, et en fait, si on n'a pas fait les choses bien initialement, c'est là que les problèmes arrivent. Et c'est toujours un peu le même sujet. C'est toujours l'avocat, il est beaucoup plus utile quand on va le voir en amont qu'en aval. C'est-à-dire que nous, on n'est pas éteindre les incendies, c'est pas. En fait, on est bien, on est les meilleurs pour prévenir les incendies, mais pas forcément pour les éteindre, parce qu'on ne sait pas toujours le faire. Et donc nous, ce qui est intéressant, c'est vraiment de vous donner toute cette connaissance pour que vous puissiez en amont, mais là je me répète un peu, prendre les bonnes décisions. Donc, premier sujet, voilà, bien choisir sa casquette d'associé, dirigeant, salarié, bref, de fondateur. Ensuite, on va parler rapidement des stagiaires et des alternants, des freelances et des prestataires, et ensuite quelques notions de la propriété intellectuelle, parce que c'est important d'avoir en tête quels sont les enjeux dans vos rapports avec, dans vos contrats. En fait, il y a quelques clauses qui sont intéressantes à avoir en tête pour être sûr de bien se protéger. Ouais, et donc pour le premier sujet, donc pour savoir comment bien choisir votre statut en fonction de... Voilà, vous êtes fondateur, fondatrice, mais vous pouvez aussi être associé, dirigeante, voire dirigeant salarié. Donc il y a beaucoup de statuts qui peuvent soit être se cumuler, soit être alternatifs. Et donc pour vous donner un petit éclairage sur le sujet, donc typiquement vous êtes quand vous montez votre boîte, vous êtes fondateur et fondatrice, mais ça n'a aucune définition légale. Vraiment, c'est celui qui crée l'entreprise. Et le fondateur, ça veut un peu tout et rien dire. C'est vraiment pour symboliser que vous êtes à l'origine du projet, mais juridiquement, ça n'a pas de valeur. Donc vous pouvez très bien être fondateur associé ou fondateur dirigeant, voire fondateur, dirigeant salarié. Ça n'a aucun impact. Le terme de fondateur est un terme commun qui n'est pas un terme juridique. Là où on va rentrer dans des considérations juridiques, c'est quand vous allez entendre parler d'associés, de dirigeants et de salariés. Donc l'associé, ça va être celui qui est désigné dans les statuts comme détenant des parts du capital social ou des actions de la société en fonction de la forme de société que vous avez choisie. Donc SAS, par exemple, Lorelai, c'est des actions, tu dois détenir des actions de la société. Et donc, en fonction de la proportion du nombre d'actions détenues par chaque associé, on va parler d'associés majoritaires ou d'associés minoritaires. Ça va avoir un double impact et sur la rémunération de chacun, des dividendes, c'est-à-dire tout ce que vous allez générer comme valeur après déduction de l'ensemble des charges de votre chiffre d'affaires. Vous allez avoir donc un résultat et vous allez pouvoir en tirer des dividendes. Et donc ces dividendes sont généralement répartis en fonction de la quotité de parts de chaque associé. Donc si vous avez 53% des parts, vous devriez toucher 53% de dividendes, de l'enveloppe de dividendes décidée. Il y a beaucoup de façons de prévoir, il y a des pactes d'associés qui sont possibles et où vraiment vous décidez pour chaque règle la répartition que vous souhaitez avoir. Et donc l'autre pan, au-delà des dividendes, l'autre champ où l'associé et le pourcentage de parts que vous détenez dans la société va avoir de l'importance, c'est en termes de droit de vote. Donc, quand il y a une assemblée générale, quand il y a un conseil d'administration, en fonction de la forme de votre société, vous allez avoir un droit de vote qui va être plus ou moins important en fonction du nombre de parts que vous avez dans la société. Et ça va avoir des influences majeures pour, notamment quand vous êtes, comme Leïla, tu disais que tu étais associée avec ta maman. Alors, je prends un scénario là, ton exemple, mais ça peut être n'importe lequel. Mais à partir du moment où il y a plusieurs associés, évidemment, les décisions vont, enfin, le poids de chaque associé va avoir des conséquences sur les décisions en cas de désaccord notamment. Tant que tout le monde est d'accord, tout va bien, mais c'est plutôt en termes de désaccord, comment on règle le conflit. Et est-ce qu'on se contente justement de ce pourcentage de parts entre chaque associé ou est-ce qu'on prévoit un pacte d'associés supplémentaire pour se dire dans telle situation, on gérera la situation comme ça, en cas de difficulté, on gérera la situation comme ça, etc. Vous pouvez vraiment faire soit du basique, soit quelque chose de plus personnalisé en fonction de votre situation et de vos besoins.
Et voilà. Donc ça, c'est vraiment la répartition entre les associés qui détiennent le capital de la société. Ensuite, on va parler du dirigeant. Le dirigeant, ça va être le représentant légal de la société, donc celui qui va être inscrit sur le cabis, donc il peut être le président, mais qui peut aussi être le gérant en fonction de la forme de la société, et c'est surtout celui qui va engager sa responsabilité, que ce soit au civil, au pénal, auprès de l'administration fiscale, etc. Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs statuts possibles en fonction de la forme de la société que vous avez choisie. Vous pouvez être gérant si vous êtes en SARL, vous êtes président en SAS, vous pouvez être directeur général. Et ce statut de dirigeant peut être cumulé, dans certaines hypothèses, avec un statut de salarié. D'accord? Donc, ce sont bien des fonctions différentes. Le dirigeant, c'est vraiment celui qui va prendre des décisions pour la société. Et c'est celui qui va être désigné quand vous allez avoir des salariés comme l'employeur. L'employeur, souvent, on parle de la société, mais concrètement, quand on va regarder qui doit signer le contrat de travail, qui doit signer les avenants au contrat, qui doit signer la lettre de licenciement, on regardera toujours qui a les pouvoirs et qui est le dirigeant de la société. Et donc ça va être finalement hyper important dans la vie quotidienne de la société, de savoir qui gère vraiment le fonctionnement de la société. Et donc ce dirigeant peut aussi avoir une autre casquette de salarié. Si, mais c'est à la condition qu'il ait, en plus de ses fonctions de vraiment gestion de la boîte, qu'il ait aussi des fonctions de terrain opérationnel comme n'importe quel salarié. Donc, par exemple, un dirigeant peut cumuler ce qu'on appelle un mandat social, donc son mandat de dirigeant avec un contrat de travail, si on considère qu'il est directeur général, mais qu'il est aussi, Chief Des Product fonctions Officer. opérationnelles. Voilà, par exemple, voilà, il va avoir un autre poste et il va être en charge de, ça va être le directeur commercial, vous voyez? Et donc là, il va être directeur général de la boîte, mais il va aussi avoir sa casquette de commercial. Et donc là, il va vraiment y avoir un contrat de travail pour ses fonctions de directeur commercial. Et alors, ce contrat de travail va devoir engager quelque chose de particulier, c'est-à-dire que il doit y avoir un lien de subordination. C'est ce qu'on appelle le lien de subordination avec l'employeur. Et donc, il faut que quelqu'un lui donne des directives au titre de ses fonctions de commercial, dans mon exemple. D'accord? Donc, c'est vraiment comprendre la répartition entre qui dirige, qui donne des... Et vous pouvez très bien diriger une société, mais ne pas être décisionnaire, tout seul en tout cas, sur vos fonctions de commercial. Et donc, c'est dans ce cas-là qu'on va avoir un cumul entre le statut de dirigeant et le statut de salarié. Et donc, le statut de salarié, il peut être hyper intéressant puisque, contrairement au seul statut de dirigeant, où vous êtes à votre propre compte, le statut de salarié va vous protéger et vous allez bénéficier du Code du travail. Et donc de toutes les dispositions plus favorables du Code du travail, notamment en termes de sécurité sociale. Vous allez être soumis à la CPM, aux cotisations sociales, et donc vous allez être indemnisé en cas d'arrêt maladie, vous allez être indemnisé en cas de chômage, de congé maternité, etc. Donc parfois, ça vaut le coup d'avoir ce cumul de mandats pour assurer une protection dans la vie quotidienne en tant que salarié. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Oui. Moi, j'ai une petite question. Là, pour le statut de dirigeant salarié, enfin, déjà, est-ce que ça peut être pour deux personnes, par exemple, moi et ma mère, là, on est en train de voir ces points juridiques pour choisir la forme et nos fonctions. Est-ce que deux personnes peuvent être co-dirigeantes salariées? Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Je ne crois pas qu'il y ait limite en termes de nombre, mais c'est juste en fait, c'est une conception qui est un peu compliquée à comprendre. Donc, il faut comprendre que quelqu'un va être gérant, donc dirigeant de la société, tout en haut de la société, et en même temps salarié. Donc, le salarié, c'est-à-dire qu'il rend des comptes. C'est-à-dire qu'il faut, et il y a un contrôle qui est effectué. Et en fait, en réalité, l'énorme avantage de ça, c'est d'avoir du chômage. Moi, j'ai eu le cas récemment d'un client qui a monté sa boîte. Il y a un petit moment, et là, la boîte, cessation d'activité, ils en ont marre, ça ne marche pas. Ils arrêtent. Et en fait, là, ils auraient aimé. Et donc, projet de reconversion professionnelle d'un des anciens dirigeants. Il y avait président, directeur général. Et là, il se dit, mais attends, mais moi, reconversion professionnelle, j'ai envie de me former. En fait, le chômage, ça serait parfait pour moi.
Donc Mm. là, il m'appelle, il me dit, écoute, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et ben là, non, c'est un peu tard. Je lui ai dit, bah là, malheureusement, en fait, ça va être compliqué parce que France Travail, anciennement Pôle emploi, le chômage, va demander des justificatifs, hein. Ils vont aller vérifier que dans Mhm. les faits, il y avait bien un contrat de travail. Ils font ce qu'ils peuvent, ils sont sur pièce, hein, mais ils vont demander du coup le contrat de travail, ils vont demander les bulletins de salaire, le solde de tout compte. Ouais. Euh, si on a, et donc là, malheureusement, c'était très compliqué a posteriori de reconstituer un Mhm. pseudo contrat salarié. Mhm. Et il faut imaginer, du coup, c'est quand même pas évident de se dire que le dirigeant, il peut être à la fois le boss sur certaines décisions et sur d'autres, rendre des comptes à Ouais, l'autre. ouais. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment des fonctions opérationnelles. C'est de dire, moi, je suis gérant de ma boîte, je sais gérer une boîte, je sais prendre toutes les décisions stratégiques, Mm. mais sur une mission très opérationnelle de vente ou de démarchage, bah là, je rends des comptes. Je suis le directeur général, je rends des comptes au président parce qu'en fait, il est beaucoup plus qualifié là-dessus. Donc, en fait, je suis autonome dans toute la gestion de la société, sauf Mhm. dans ces fonctions de vente où j'ai mon contrat de salarié et où je rends des comptes. Ok. Donc, c'est pas simple, hein. Je ne crois pas qu'il y ait de limite, Bérénice. Je sais pas il n'y a pas de limite en termes de nombre de cumuls. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir l'air d'être dans l'optimisation France Travail et regardant sur ce type de. Non, pas Non, du tout. C'est juste qu'on a des fonctions différentes. Moi, par exemple, je m'occupe de la partie stratégique, etc. Mais je m'occupe plus de la partie marketing où elle va plutôt s'occuper de la partie commerciale. Donc, il y a des missions opérationnelles. Elles sont existantes pour le en coup. fait, moi, ce que je te dirais de regarder en priorité, c'est vraiment comment vous êtes organisé et qui prend les décisions. C'est-à-dire Mhm. que si vous êtes tellement autonome chacune sur votre pôle d'intervention opérationnelle, on ne se parle pas de qui gère la boîte, mais vraiment, Mhm. il y en a une qui crée le produit, l'autre qui le commercialise, imaginons. Mm. Oui, c'est ça. Si vous êtes très indépendante sur chacune de vos parties, euh, on va considérer potentiellement qu'il n'y a pas de lien de subordination avec qui que ce soit parce que vous êtes trop autonome. Mm. Finalement, ni l'une ni l'autre n'intervient sur le secteur de l'autre. Alors que par exemple, si toi, tu gères le pôle de commercialisation, Mhm. mais que on considère que c'est vous deux qui prenez les décisions et les Ouais. directives sur les comment on veut commercialiser le produit, Ouais, là, c'est on plutôt peut se ça. dire, OK, il y a un lien de subordination parce que moi, j'ai ces fonctions opérationnelles, mais je ne peux pas prendre toutes les décisions toute seule. Ok, C'est la boîte, pour le coup, qui me donne les directives. ok, Et donc là, on peut d'accord. considérer qu'il y a un lien de subordination qui peut être qualifié et que donc ton statut de salarié est OK. Ok, Mais très bien. après, pour le coup, ça mérite une analyse vraiment personnalisée de comment vous avez envie de fonctionner et qu'est-ce qui est rédigé dans les statuts. Très bien, merci. Parce que le coût est conséquent, hein. Quand tu salaries quelqu'un, tu verses du salaire, donc c'est chargé comme tel, hein. Donc le salaire, tu verses 100 au salarié, lui, il touche 75 et ça coûte à la boîte 150. Mm. Donc c'est pas une décision, c'est une décision qui est lourde de conséquences. Et ensuite de ça, effectivement, l'idée c'est de tout bien faire pour qu'à la fin ça fonctionne bien, et notamment vis-à-vis de France Travail. Et en fait, le contrôle est fait un peu à la fin, c'est-à-dire que France Travail, bon, bah, t'embauches ton salarié, il va pas regarder. C'est au moment où tu vas demander de chômage qu'il va vérifier que tout a bien été fait. Mhm. On vous a cité quelques exemples de pièges à éviter, Ouais. les Et situations un donc peu là, classiques. sur les pièges à éviter, donc vraiment, c'est la conséquence, c'est que si vous ne prenez pas le bon statut et que Alors, soit que vous avez une activité finalement qui est très salariée et vous ne la déclarez pas comme telle, on peut aller sur un terrain qui s'appelle le travail dissimulé. Et donc, ça veut dire que vous auriez dû payer des cotisations et que finalement, vous n'en avez pas payé en prétendant être purement dirigeant alors qu'en fait, vous aviez des fonctions opérationnelles, mais ça, c'est plus théorique. C'est plutôt, ça va plutôt être à travers les freelances qu'on va avoir ce genre de situation. Et ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que c'est la notion de dirigeant, elle va notamment être très importante parce que c'est lui qui va avoir cette responsabilité pénale dont on vous parlait tout à l'heure. Et derrière, quand on va avoir ces premiers intervenants au sein de notre boîte, on va pouvoir, même si un dirigeant va avoir le statut salarié, on va pouvoir potentiellement déléguer nos pouvoirs, déléguer notre responsabilité à la personne qui est sur le terrain. Donc, par exemple, si vous cumulez avec un contrat de travail, on peut considérer que la responsabilité pénale de celui qui est écrit sur le cabis peut être déléguée grâce à une délégation de pouvoir à celui qui gère la partie commerciale sur tout le périmètre qui va porter sur le commercial. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les délégations de pouvoir. Et il y a des chaînes de délégation de pouvoir comme ça pour que le dirigeant ne soit pas seul responsable de tout
de toute l'entreprise si sur le terrain, il n'est pas celui qui prend les décisions. Donc ça, c'est vraiment la hiérarchie qu'il faut avoir entre les différents statuts. Euh, Et enfin, le dernier piège à éviter, ça va être le contrat de travail fictif. Et donc là, évidemment, c'est le cas contraire. C'est vous êtes déclaré en tant que dirigeant et salarié, mais en fait, vous n'avez rien de salarié, puisqu'il n'y a pas de lien de subordination et que en fait, vous prenez seul les décisions en qualité de dirigeant. Et si dans ces cas-là, il n'y a pas de lien de subordination, notamment France Travail considérera que vous n'êtes pas salarié et donc vous n'avez pas le droit au chômage. Et comme le disait Dimitri, c'est souvent au moment où vous avez décidé de vous inscrire à France Travail que vous allez le découvrir, si vous n'avez pas pris les bonnes mesures en amont. Et ça peut Ouais, être un et peu nous, la ça, c'est douche un froide. sujet, et c'est carrément la douche froide. Et nous, ça, c'est un sujet qu'on voit au cabinet depuis là. Alors, c'est plus vrai dans des boîtes d'une certaine taille, notamment, mais avec des mandataires sociaux qui viennent nous voir à l'embauche au moment où ils débutent leur mandat et en disant, voilà, moi, j'ai besoin d'avoir des garanties de salariés, ça ne m'intéresse pas d'avoir juste ce mandat social, comment on fait pour avoir quelque chose de plus protecteur? Et nous, on vient ensuite les aiguiller, les renseigner et essayer de leur trouver des fonctions opérationnelles dans la boîte qui pourront leur permettre de bénéficier de cette protection. Le cas concret, on essaye, comme vous voyez, nous, on essaie toujours d'illustrer nos propos. Mais ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est vraiment le fondateur qui revend ses parts, qui veut se reconvertir professionnellement et qui se rend compte qu'en fait, il n'a rien. Et alors même qu'il aurait pu, potentiellement, parce que lui, pour le coup, avait vraiment des fonctions opérationnelles, bénéficier du chômage. Donc, c'est un peu dommage. Et il s'est dit que ça aurait été bien d'y penser au moment de la conception de la société. Donc, c'est bien que vous ayez, voilà, vous avez le point en tête, si jamais vous voulez davantage. C'est des sujets un peu techniques, donc là, c'est difficile de vous donner un truc clé en main, mais sachez que c'est possible et que ça peut être construit. Le deuxième sujet qu'on veut voir avec vous, et peut-être qu'on en verra que 3 sur 4, ou en tout cas, on en verra plus rapidement le quatrième parce que je vois qu'il reste 10 minutes, c'est sur le recrutement des stagiaires alternants. Les alternants, c'est déjà un peu plus cher parce que c'est un salarié, donc peut-être qu'on peut se contenter des stagiaires. Je suppose que vous n'avez pas encore recruté de stagiaires. Enfin, je suppose, peut-être que vous en avez d'ailleurs, hein, je dis ça, mais parce que souvent, ça intervient pas forcément dans les tout premiers mois de lancement de l'activité. C'est quand on a des locaux, sauf à le mettre complètement en télétravail. Donc, je ne sais pas si c'est une situation que vous avez déjà rencontrée ou si vous y pensez à recruter un stagiaire. Nous, avec Jimmy, on va recruter un stagiaire, je pense, en communication ou en développement commercial en début d'année prochaine. Ah, génial. Bon, bah, Et vous avez des locaux? Non, ce sera du télétravail. Après, il peut venir travailler Ok. dans la maison de chez Jimmy s'il veut, mais on n'a pas de locaux. Ouais. C'est Jimmy a une grande maison. Après, je sais pas Ok, si trop on a le bien. droit de les faire. Parce qu'en fait, le siège social de l'entreprise, c'est chez Jimmy, donc je sais pas si on a le droit de les faire travailler dans le siège social si c'est une maison privée. Les locaux Et- professionnels, ouais, peut-être que le plus simple, c'est de le faire du télétravail, parce que les locaux professionnels, il y a quand même des normes, il y a quand même des obligations à partir du moment où on accueille un salarié, Ouais, euh, il y a un des questions salarié d'assurance. Ouais. ok. d'assurance également, ouais. Le plus simple, c'est peut-être de travailler à distance, ouais, plutôt que tant que vous n'avez pas des locaux affectés uniquement à l'usage professionnel, enfin juste des locaux pro. Bah après, Non, il y a le on coworking de va. la Why Not Factory. Je Ouais, me c'est ce que permets. j'allais dire. Il y a les... C'est pareil, on va sûrement intégrer un nouvel incubateur, donc je pense que c'est aussi des endroits où on peut travailler si besoin. Et alors, je, moi, si je peux te donner un conseil, c'est de plutôt, oui, en effet, le mettre sur un espace de coworking, notamment à la Why Not, par exemple, où vous pouvez vous retrouver. Euh, Parce que, enfin, sans empiéter sur ce que Dimitri va raconter, mais le télétravail des stagiaires, c'est toujours délicat parce que le stagiaire, il a vraiment c'est ce besoin de formation. C'est vraiment un tout jeune étudiant qu'on va former. Donc, il doit vraiment être en binôme non-stop, encore plus qu'un alternant. Et donc le télétravail peut être une source de risque si on le fait en 100% télétravail et qu'il n'est pas accompagné. Donc c'est toujours bien de prévoir un lieu où le tuteur et le stagiaire peuvent se retrouver pour voilà, pouvoir assurer cette partie un peu tutorat et formation. Ok. Complètement, parce que complètement, pour rebondir sur ce que vous dit Bérénice, alors là, je vous ai mis les quelques conditions, enfin les quelques conditions de légalité du stage avec. Alors, ce qui est hyper important, c'est qu'il faut garder en tête, évidemment, que le stage, c'est pas cher. Toutes les boîtes, les cabinets d'avocats, alors là, vraiment, c'est vraiment leur spécialité, hein, c'est embaucher des tonnes de stagiaires. Évidemment que ça coûte pas cher.
Là, je vous ai mis, c'est à peu près 4,35 € de l'heure. Et en plus de ça, il y a une exonération de cotisation et de charges sociales. Donc, le coût est, ça, c'est pour les stages de 2 mois et plus. Mais du coup, le coût est quand même assez limité et n'a rien à voir avec l'embauche d'un salarié, et y compris d'un alternant, parce qu'ils bénéficient également d'un régime d'exonération, à voir si elles sont maintenues, dans quelles conditions elles sont maintenues là, avec le projet de loi de finances. Mais le stagiaire n'est pas cher, mais il ne faut pas oublier que le stagiaire il doit être formé. Et là, pour le coup, moi, en termes d'illustration, j'ai le cas en ce moment, on a le cas au cabinet d'un contentieux, et il ne l'avait pas vu venir, d'une stagiaire qui a enchaîné des stages, qui est revenue à plusieurs reprises, à 2 reprises, et finalement, à la fin de son deuxième stage, qui a assigné, lorsqu'en fait on lui a demandé de partir, enfin lorsqu'il lui a été demandé de partir parce que le stage prenait fin, qui a assigné en conseil de prud'homme en requalification. En disant j'ai jamais été formé. En fait, j'ai jamais eu d'action de formation depuis le début. Moi, tout ce que vous me demandez, c'est de faire le travail d'un salarié. Je viens remplacer le travail c'est un job permanent de l'entreprise avec un besoin hyper important de votre part. Vous m'avez pas du tout encadré, j'ai été complètement laissé pour compte. Et du coup, en fait, moi, je considère que j'ai été en CDI. CDI, c'est le contrat à travail à durée indéterminée. Donc, c'est le principe en droit du travail. Alors là, le stage, c'est un peu particulier, mais c'est que tout ce qui n'est pas exactement dans les règles, si ce n'est pas bien fait, on considère que c'est un CDI. C'est vraiment le cas général. Donc, il y a des CDD, il y a des stages, il y a des contrats d'alternants, il y a tout un tas de contrats différents qui répondent à des conditions très précises. Et si jamais on ne remplit pas ces conditions, par nature, c'est un CDI. Et donc là, aujourd'hui, nous, on est devant le conseil de prud'homme, et je vous avoue que l'employeur ne l'avait pas vu venir, la boîte. Et en fait, c'est assez difficile d'aller démontrer que le salarié, que le stagiaire était encadré, qu'il y avait des réunions, qu'on lui donnait des conseils, qu'on corrigeait. Il était assez laissé pour compte. Et a posteriori, c'est difficile, il y avait beaucoup d'oralité. Et donc, c'est important ce que dit Bérénice, il faut vraiment penser à ce. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut envisager le stage comme un potentiel risque de requalification. Nous, c'est pas du tout. Nous, on a toujours la vision un peu contentieuse, nous, on voit les problèmes, parce que c'est pour ça qu'on est saisi. Mais c'est hyper important de penser. Évidemment, il y a une économie c'est assez peu coûteux, mais il faut bien penser à cet encadrement si on veut s'éviter des potentielles actions derrière, notamment quand le stage à la fin finit pas bien. Je vois qu'il reste 5 minutes. L'alternance, retenez que il faudra voir si le régime social est maintenu, l'exonération de cotisation, mais en fait, c'est assez peu coûteux. C'est beaucoup moins coûteux. Il n'y a pas de charge salariale. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le brut et le net, c'est la même chose. Donc, en fait, quand vous recrutez quelqu'un à 1400 net, à 1500 net, à 1500 brut ou à 1600 brut, excusez-moi, ou au SMIC, c'est 80% du SMIC, l'alternance, globalement, votre salarié va toucher la même chose. Donc, pour lui, c'est intéressant. Et il y a une exonération pour l'instant de cotisation employeur. Donc, ça coûte beaucoup moins cher qu'un salarié. Mais pareil, il y a toujours cette nécessité d'accompagner, de former. On n'est pas sur un salarié autonome, encore plus, et le risque est encore plus grand en cas d'alternance, de requalification. Et il faut vraiment être en mesure de justifier cet accompagnement. Sinon, voilà, on se met un peu en risque si jamais la situation dérape. Nous, on vous a formulé quelques conseils à avoir en tête avant, pendant et après le contrat. Que vous retrouverez Avant, dans la c'est toujours checklist. intéressant que vous retrouvez dans la checklist. Nous, c'est des conseils qu'on vous donne. Évidemment qu'on n'a pas toujours le temps de faire les choses au mieux. Évidemment, mais l'idée, c'est d'essayer quand même d'avoir une fiche de mission, d'être clair sur ce qu'on lui donne et de faire des points de suivi. S'il y avait un conseil à vous donner, c'est faites des points de suivi avec vos stagiaires, avec vos alternants. Faites un petit mail récap, parce que pour lui, de toute façon, il est demandeur de cet accompagnement. Alors, il faut avoir la même compétence que lui, et parfois, ce n'est pas évident. Et vous me direz si là, pour le stagiaire que vous recrutez tu me disais, c'était quoi? C'était excuse-moi, ça m'est sorti de la tête. En Communication ou développement? Non, développement commercial. ouais, ça, c'est une compétence que vous avez aussi, ou vous le prenez parce que justement, vous ne maîtrisez pas forcément trop? Non, on a les deux, c'est juste qu'on n'a pas le temps de travailler sur tout, on a trop de travail, Ouais, donc génial, ok. ouais. Ouais, ça, c'est vraiment le bon exemple, c'est que vous savez faire, mais que vous n'avez pas le temps de tout faire, et du coup, un stagiaire va vous aider à le faire. Donc voilà, faire des points de suivi. Et à la fin, nous, ça, c'est ce qu'on conseille toujours. Un stagiaire, si ça s'est bien passé, qu'on l'a bien formé, c'est toujours intéressant d'essayer de le fidéliser et de voir comment on peut continuer à travailler plutôt que renouveler des formations, d'enchaîner des contrats avec des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, avec toujours ce risque que ça ne fonctionne pas très bien et cette déperdition de formation. Et donc, nous, ça, on incite beaucoup à essayer de fidéliser parce qu'il y a vraiment un gain énorme pour les entreprises à réussir à travailler, à fidéliser des salariés ou des stagiaires ou des alternants qui travaillent bien. Les pièges à éviter, le détournement de stage.
Ça, c'est ce qu'on vous disait, c'est-à-dire qu'on prend un stagiaire parce qu'on sait que c'est pas cher, mais c'est parce qu'en fait, on a besoin d'avoir une compétence. C'est une compétence que c'est pas un job de stagiaire, c'est un job de salarié. On va pas vraiment l'encadrer. Ça, vous avez un risque, que ce soit d'ailleurs du stage ou du contrat d'alternance. Le bénévolat illégal, avec l'exemple d'un ami qui aide ponctuellement la start-up sans convention, ça pareil, il faut faire attention. Au début, on sait qu'on sollicite à droite à gauche des coups de main sur des copains qui maîtrisent mieux que nous certaines compétences qu'on n'a pas. De là, il faut faire attention. Tout travail doit être fait en contrepartie de rémunération et toute rémunération est considérée par l'URSSAF comme du salaire. Donc, notamment quand vous avez des locaux. Tant que vous n'avez pas de locaux, honnêtement, l'URSSAF, il y a assez peu de chance. Mais dès que vous avez des locaux, c'est possible que des inspecteurs, des fois, fassent des tournées si vous n'avez pas de chance et qu'ils demandent les contrats de travail de tout le monde, des justificatifs d'emploi. Donc, il faut faire toujours attention avec les coups de main. Le bénévolat et le bénévolat, c'est pas, enfin, c'est-à-dire que le coup de main d'un ami, c'est pas du bénévolat en droit français. Le bénévolat, c'est très particulier, c'est encadré et c'est pour les associations. Enfin, ça nécessite de remplir des conditions particulières et c'est pas juste de filer un coup de main à un copain qui développe sa boîte. Et pareil sur l'alternant qui est pas encadré. Et moi là, j'ai le cas en ce moment devant les tribunaux et c'est difficile a posteriori d'aller inventer une formation, un accompagnement qui n'a pas été donné. Peut-être le dernier sujet, parce qu'on sait que vous nous avez dit que vous avez des alternants, vous avez des freelances, excusez-nous, vous avez commencé à conclure des contrats et là-dessus, il y a des petits éléments à avoir en tête pour être sûr de ne pas se mettre en risque. Ouais, tu voulais que je reprenne, c'est ça? Ouais, juste comme tu veux ou je le fais comme tu veux. Oui, non, mais on va passer très vite parce que il est déjà l'heure. Bah Mais ouais, il est 19h. de toute façon, on vous a justement fait une checklist avec tout ce qu'il faut garder en tête quand vous faites appel à un freelance, etc. En tout cas, les premiers réflexes à avoir, donc qui devraient vous accompagner à chaque fois que vous vous interrogez sur est-ce que je fais appel à un freelance. Il y a des petites questions pour savoir je suis dans telle situation ou dans telle situation, comment je dois réagir, etc. Donc d'ailleurs, on sera preneur de vos retours sur cette checklist pour savoir si elle vous a aidé pour structurer votre besoin de freelance ou d'alternance ou de salariat. Mais en tout cas, le freelance, voilà, c'est la première personne à laquelle on fait beaucoup appel parce qu'il n'y a pas il y a pas de relation directe, c'est pas engageant, c'est une mission par-ci par-là, etc. Donc souvent, on fait appel à un freelance assez facilement. On en trouve plein en plus maintenant sur les plateformes comme Malte, etc. Sauf qu'en droit du travail, il y a quand même des contrôles sur la relation que vous avez avec vos freelances. C'est-à-dire que le freelance, en gros, doit rester quelqu'un qui fait son expertise et qui vous délivre quelque chose pour votre entreprise. Mais ça ne doit pas être quelqu'un à qui vous donnez des instructions que vous traitez comme un salarié qui serait juste en dehors de vos locaux. D'accord? C'est vraiment, voilà, lui, il vient. Par exemple, ça va être un dev qui va vous mettre en place une solution, un logiciel, une appli sur votre structure. Mais ce ne doit pas être quelqu'un dont vous avez besoin toute l'année ou tout le temps, qui en fait va être constamment avec vous dans votre relation. Ça ne doit pas être quelqu'un qui n'a que vous comme client parce que vous lui demandez des choses qui lui prennent un temps complet, qui lui prennent toute sa semaine de travail. Et ça ne doit pas être quelqu'un à qui vous fournissez tout le matériel, qui vient dans votre bureau, qui travaille en même temps que vos équipes, qui vraiment est intégré à la communauté de travail, parce que ça, ce sont les signes du salariat. Et si en plus de ça, vous pouvez le menacer d'arrêter la prestation à chaque fois qu'il commet une erreur, etc., ça, on peut aussi considérer que c'est un pouvoir de contrôle que vous exercez, de sanction que vous exercez sur le freelance, et c'est encore un indice du salariat. Donc vraiment, le freelance, c'est ce partenaire à qui vous confiez une mission que vous ne pouvez pas faire en interne parce que vous n'avez pas les compétences et que vous utilisez parce que lui est un expert. Grosso Et modo, c'est vraiment la distinction à avoir entre le freelance et le salarié. Des fois, la frontière est un peu floue parce que vous avez des besoins tellement précis sur votre business que vous lui donnez tout, mais il faut vraiment qu'il ait la capacité de pouvoir vous dire au quotidien, bah ça va pas être possible, ça va être sous tel délai, je pourrais vous livrer ça. Voilà, qu'il soit un peu maître aussi, lui, de son business, parce qu'il faut pas oublier que le freelance est un entrepreneur également. Et s'il n'a plus cette liberté d'entreprendre, on va pouvoir considérer qu'il y a une relation salariée derrière. une petite précision pour compléter ce que dit Bérénice et après on termine, hein, on ne va pas vous retenir plus que 19h. Vous avez dit tout à l'heure que vous utilisez des freelances sans contrat. Ça, faites attention.
Faites attention parce que, et pareil, on a eu le cas plusieurs fois. En fait, on n'est pas obligé de conclure un contrat de prestation de service pour bosser avec un freelance. Ça, le droit l'impose pas. Mais si demain, il y a un problème, en fait, le freelance, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller devant le tribunal de commerce, il va vous assigner notamment pour vous demander de payer des sommes d'argent. Et moi, j'ai eu le cas plusieurs fois où le freelance dit, bah, en fait, on me doit encore 5 000 euros, on ne m'a pas payé. Et en fait, il n'y a pas eu de contrat, donc ce n'était pas extrêmement clair de savoir quel était son travail, est-ce qu'il y a vraiment eu un rendu, au titre de quel travail la rémunération était due. Et sauf qu'en fait, ça, le juge, il s'en fiche. Le juge, il n'a pas besoin de contrat. Si jamais il y a des échanges de mails entre vous, où vous dites à votre freelance, bah, écoute, moi, je suis d'accord pour de verser pour un site internet, de donner 2 000 euros pour un site internet. Cet email suffit au freelance d'aller devant le juge. Et si jamais vous considérez qu'en fait, il n'a pas vraiment fait son travail, ou qu'il a livré un site internet qui ne convenait pas, ou qu'en final, vous êtes mis d'accord sur des à côté qu'il n'a pas fait, et ben en fait, ces simples mails suffisent à être payés. Donc le freelance, dès lors qu'il est en mesure de justifier qu'il y a bien eu un accord sur le prix et sur la prestation, donc vous êtes d'accord sur X milliers d'euros ou X centaines d'euros en échange de tels services et que vous n'êtes pas rentré de plus dans le détail, et ben vous risquez d'être condamné si jamais à la fin il y a un dérapage ou s'il est malveillant. Donc faites attention quand il n'y a pas de contrat. Parce que vous exposez... Voilà, faites attention parce qu'il n'y a pas besoin d'un contrat et dans ce cas-là, le juge, il se basera sur ce qui lui est soumis et donc c'est simplement un accord de mail. Et moi, je l'ai eu. Et donc, il y a des boîtes qui se sont fait condamner et qui s'y attendaient pas parce que franchement, elles se sont fait arnaquer par le freelance. Mais en fait, elles n'ont pas sécurisé par un contrat. Et du coup, derrière, c'est du référé devant le tribunal de commerce. Autant vous dire que ça dure 3 minutes. Et donc, en fait, il suffit de produire un mail pour gagner. Donc, pareil, il faut faire attention. Soyez exigeants si vous voulez un service de qualité par vos freelances. Le dernier sujet, pareil, de toute façon, on peut vous envoyer sans problème le PowerPoint. Vous pourrez en prendre connaissance. Dans la checklist, il y a tous les éléments. Et de toute façon, nous, on est à votre dispo si jamais vous avez des questions. J'ai mis les mails, nos mails à la fin. Alors, je ne sais pas, Camille, comment tu procèdes habituellement dans le cadre de l'incubateur, mais en tout cas, nous, on a des mails. Soit vous passez par l'incubateur, ça faut voir avec Camille, soit vous nous contactez directement. Et on peut évidemment soit vous accompagner, répondre à vos interrogations, préciser notre propos avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions hyper intéressantes. J'ai tout suivi aussi de A à Z et j'ai appris plein de trucs. Donc merci, super Trop bien. chouette. Et après, pour les contacts, Marion et Leïla qui sont actuellement dans le programme d'incubation peuvent vous contacter aussi dans le cadre du ticketing. Sachez-le, Leïla et Marion, puisque je viens d'ajouter Dimitri et Bérénice à nos experts dans le cadre du ticketing, donc vous pouvez les solliciter. Et pour les autres, du coup, vous avez les mails, donc vous pouvez aussi prendre contact par ailleurs. N'hésitez pas si vous voulez avancer sur ces sujets-là. Voilà, encore un grand merci à tous les deux, puis à tous les quatre aussi participants. J'espère que ça vous a été utile de ce côté-là. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ouais, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci pour Merci à votre tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée.